Nous tous on fala le nyama, le nyama. Personne ne yama le ngeme. Nous tous on yama le nyama, nous tous on fala le nyama. Personne ne yama le ngeme. Ça fait quoi si je vends le piment à Mokolo? Ça fait quoi si je fais la brouille à Mogada? Non mais ça fait quoi si je vends le piment à Mokolo? Tant que je nourris ma famille, c'est bon. Quel genre de piment d'abord? Le piment. Il y a les gens ici dehors qui aiment grâce. Bon, c'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Hein. Nous tous on cherche le nyama, quel que soit ce qu'on fait. Mais il y a les enfants là. Eric, les mains sales, tu te souviens? L'œuvre de la terminale là. Les mains sales. Mais en même temps aussi, tu dois savoir que quelqu'un qui dort, ne fait rien, il ne peut pas nyama. Quelqu'un qui se lève le matin, il ne travaille pas, il ne veut aussi rien faire, il dort, il ne peut pas nyama. Mais quelqu'un, non, comme... Il ne peut pas dire qu'il fait le nyama. Il ne fait pas le nyama. Oui, il ne fala pas le nyama. Ouais. Le nyama, c'est l'argent. Il ne fala pas les dos, il ne fala pas d'eau, il ne travaille pas. Comment est-ce que tu ne travailles pas, tu vas avoir les dos? Tu ne peux pas avoir le nyama. Tant que tu pousses, tu es en train de fala le nyama. Voilà. Tu vends la tomate, tu fala le nyama. Voilà. Tant que tu fais une activité, tu fais le nyama. Tu fala le nyama. Et tant pis pour ceux qui se moquent de ce que d'autres font pour avoir le nyama. Même si tu es un apacheur, l'apacheur, tu connais les apacheurs, non? C'est les gars qui négocient là pour aller vendre. Hein? Tu es un chargeur, tu es en train de faire là le nyama, non? Voilà. Les apacheurs, c'est les gens qui partent négocier, ils amènent les clients. Et puis ne vous dites pas que vous avez fréquenté avec un gars. Aujourd'hui, les directeurs d'une entreprise, toi tu es pousseur. Le poisson. Chacun a son destin. Le poisson qu'on vend, poisson braisé qu'on te vend dans la rue là, il y a les apacheurs. Ils viennent vous chercher les clients. Oh madame, vous voulez aller où nous avons le bon poisson, etc. Ils taclent. À Douala. Oui, pas seulement à Douala, dans toutes les rues de la joie du Cameroun. Ils viennent, ils font ça. Et quand il a le client, on lui donne quelque chose sur cet argent. Oh, il a un pourcentage. Donc ça veut dire que les gens ils mouillent le maillot. Il faut mouiller le maillot, mouiller le maillot. Bref, il n'y a pas de saut métier sur la terre. Il n'y a pas de raison d'avoir honte du métier qu'on fait. On le fait parce que justement, il n'y a pas de boulot pour certains. Il y a des gens qui ont des gros diplômes. Moi, je connais quelqu'un qui est un licencié, mais qui fait le pouce. Il fait le pouce. Il est licencié. Il fait le pouce. Ou la moto, ou le benzikin. La moto, le benzikin sont versés dehors. Il y a les embouteillages dehors graves à l'heure ci là. Bah oui, c'est les fins d'année. En tout cas, il n'y a pas embouteillage ici dans ce studio. De toutes les façons, Larry Stéphane est là pour nous éclairer, pour nous montrer la voie. Sur certaines maladies. Et aujourd'hui, on parle de l'aphasique, qui est un handicap pour, comme on en a parlé tout à l'heure, toi et moi, Calvino, et on parlera de la rééducation. Voilà, justement. Déjà, bonjour, Larry. J'espère que ça va. Parce que moi-même là... Oh, parce que moi-même là... Larry, j'ai seulement envie de me coucher même un mois. Ça dit, je dors du 1er et je me réveille seulement le 31 du mois. C'est que tu ne dors pas nyama? Non, j'ai dit que je ne sens... Bon, bref, je ne sens pas mon corps. Ça dit, je force pour être... Pourtant, tu fais du sport, tu fais du fitness. Je fais le sport. Il faut que le coach là aussi mais dans le sport qui te fait faire. Il faut que tu... augmente aussi le massage. Hein. Dans ça, il te masse. Ce que tu ne sais pas, le sport, ça épuise, Calvino. Voilà. Ça épuise, même si on se sent en forme après, mais ça épuise. Surtout quand tu n'as pas fait le sport pendant au moins 10 ans. Voilà. Et tu reprends, ce n'est pas facile. Il va falloir au moins 6 mois pour que je puisse me réadapter à nouveau au sport. Et tant que je ne suis qu'à 2 mois de sport. Je suis encore au début. C'est normal que je sois fatiguée. Alors Larry, on parle de l'aphasique. C'est déjà quoi l'aphasique? Ok, en un mot, l'aphasique, c'est la perte du langage. Elle peut être partielle ou totale. C'est-à-dire vous perdez l'expression, que ce soit orale. Et vous constaterez également que chez les personnes aphasiques, ils ont aussi de la peine à pouvoir écrire. C'est-à-dire c'est un reprentissage. Voilà.
chez ces personnes-là. C'est ça, l'aphasique, bien évidemment. Et c'est quoi les causes de l'aphasique? Ou alors les symptômes aussi? Oui, pour les symptômes, c'est qu'ils ont de la peine non seulement pour ce qui concerne la prononciation des mots, ils ne peuvent plus s'exprimer à bien. Voilà. Quand bien même ils parlent, vous constatez que ce qu'ils disent n'a pas de sens. Voilà. C'est-à-dire ils peuvent tirer sur un mot longuement et ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà. Tout à l'heure, je disais à Mireille, grâce ils ne que j'ai peuvent- une petite soeur qui en souffre. Ils ne peuvent que répondre soit par chez certains. Comme je l'ai dit, si c'est partiel, ils peuvent répondre oui, non. C'est tout. Pas plus que ça. Mais pour ceux qui sont complètes, même le non, le oui, ils ne peuvent pas répondre. Ouais, ils forcent, ils veulent parler, mais les choses ne... La prononciation, la tonalité, le son, vous ne percevez rien. Ouais. Voilà les symptômes. Les symptômes. En principe, ouais. Et les causes maintenant, c'est quoi? On en parlait tout à l'heure avec Mère Grâce. On disait que Les nous causes, sommes il y en a, Afrique. les et causes, puis- il y a plusieurs. L'une des causes, déjà, il y a cet dommage du cerveau là. Elle peut être due à un traumatisme cérébral, un accident de route, un bébé qui est dans un canapé, qui tombe et qui frappe la tête au sol. Ça aussi. Elle peut être virale, infection virale également. Mais il faut dire que plus de 70% de causes, c'est un accident vasculaire cérébral, appelé AVC. Voilà, voilà les différentes causes de l'aphasie. Donc la cause principale, C'est c'est l'AVC. Oui, ça il faut le dire. Maintenant, en vient ceux qui peuvent faire un traumatisme, un accident sur la voie publique. Mais Larry, Donc si je quand comprends tu- bien, si quelqu'un n'a pas fait l'AVC, quelqu'un n'a pas fait un accident sur la voie publique, n'a pas eu ça, et qu'il est aphasique, on va dire que ça provient de quoi? Il est un enfant qui est né comme ça? Non, mais c'est... Oui, donc non. Il y a un enfant qui est né, il ne faut pas confondre parce qu'il y a l'aphasique et dysphasique. La dysphasie, justement, il y a ce qui est congénital. C'est ce qu'on appelle l'aphasique innée. À l'époque, on appelait ça comme ça, mais aujourd'hui, on appelle dysphasie. C'est-à-dire, elle est congénitale. Ces troubles-là, Oui. hein, cérébraux, l'enfant naît avec. Ce cas-là est différent du cas proprement dit des cas aphasiques dont on parle aujourd'hui. Ici, les causes, c'est celles dont je viens d'énumérer là. Elle peut être virale, elle peut être un traumatisme cérébral, elle peut être justement due à un AVC. Parce qu'il y a les enfants qui naissaient avant, comme ça, on parlait de méningite, c'est-à-dire que l'enfant a la méningite. Est-ce que ça a un rapport avec non, l'aphasie? mais la méningite, il faut pas confondre les séquelles de la méningite avec ce problème pathologique, l'aphasie. Ça, c'est des séquelles. Les séquelles peuvent justement aussi attaquer le cerveau, d'où ça joue également sur le langage. sur le langage de la bouche. Waouh. Alors pour Calvino qui aujourd'hui, Calvino et moi on parlait de le bébé qui sort la langue, Oui. il ne parle, l'enfant n'arrive pas à mieux s'exprimer avec la langue colle. Colle, oui. Et il y a un truc qu'on fait généralement même à l'hôpital, on coupe. On coupe, oui. Et- Certains secrets de grammaire, ils ont des produits ou le sel qu'ils mettent là pour pouvoir couper couper. la Ouais. partie là, Oui. pour décoller. Pour délier. Oui, justement parce qu'il faut que la langue bouge pour que vous puissiez parler. justement. Sinon, il Chez ne les va pas personnes, parler. Oui, il ne va pas parler. Chez les personnes aphasiques, dont la cause est due à l'AVC, il y a une paralysie, d'où vous constatez que la langue même ne bouge pas. Et au moment de rééduquer, il faudrait exciter, Mais Larry, moi stimuler j'ai... la langue. Bon, oui, avant d'arriver, parce que je prends... moi j'ai eu ça. Oui. Oui, Quand t'as oui. oui. la J'ai naissance? non, À pas à la naissance, Ok. étant grande. Ok. J'ai eu ça il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Oui. Et j'arrivais pas à parler. Et c'était dû à quoi? Je ne sais Vous pas, n'avez pas fait un accident, vous n'avez pas frappé la tête, Non. rien. non. Mais j'avais des manifestations un peu trop bizarres quand même. Oui. Genre, c'est comme si la tension était un peu élevée. Élevé. Comme si... Bon, parce que quand je regarde aujourd'hui, vu les explications Oui. que tu es en train de donner, je me dis que c'est peut-être même un AVC que je faisais et puis mes parents ne savaient pas. On a dit que transitoire. c'était... Oui, Oui, oui. c'était peut-être un AVC que j'avais fait Transitoire, oui, puisque oui, j'avais même perdu l'usage de mes jambes puisqu'à un moment donné, j'ai perdu l'usage, je ne marchais Ah bon, plus. une Oui, asthénie, ok. Oui, oui. peut-être aussi. c'est ça. Oui, oui. Mais tout compte fait,
certainement, le spécialiste ou le médecin n'a pas pris la peine de vous expliquer, mais à vous entendre, moi je pense que ça pourrait être ça. Parce qu'il faut dire qu'il y a les facteurs. Au-delà des causes de la fatigue, il y a les facteurs de risque. Oui. Et les facteurs de risque, justement, peut être l'hypertension, peut être le diabète, la sédentarité, la surcharge, l'obésité. Voilà, donc il y a ces pathologies-là qui sont facteurs de risque à la fatigue. Ça aussi. Oui. Ok. Parce que Donc maintenant, pour qu'on ait l'AVC, il faut justement avoir ces facteurs de risque dont je viens de citer. oui, parce qu'après un moment donné, tu as du mal à parler. À parler, oui. Si tu parles, tu as l'impression que tu forces. Tu forces, justement. Ça te fatigue. Ça fatigue. Toutes les personnes à fatigue, justement, parmi les symptômes, ils sont fatigués. Ça fatigue parce que tu es en train de parler. Oui. Il faut, pour prononcer un nom, Oui. un mot, Oui. il faut, tu peines à À prononcer, prononcer. un mot. Justement, un voilà nom. comment ça se manifeste, justement, chez les personnes aphasiques. Mince. Donc c'est sûr que c'est... Certains transpirent même, parce que le fait seulement de sortir un mot, À un moment donné, tu n'as même plus envie de parler, tu préfères rester tranquille. parfois il s'énerve. Oui. J'ai un patient en ce moment, quand il a de la peine à vouloir, il pleure. Il pleure. Parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Et parfois, il peut prendre un ardoise ou bien un cahier, il écrit pour qu'on puisse pouvoir le lire. Et même l'écriture, comme je dis, elle est vraiment, il faut prendre du temps pour pouvoir le lire, hein, parce qu'il perd tout. Hein, il faut dire qu'il perd tout. C'est-à-dire, c'est la rééducation, c'est-à-dire, c'est un apprentissage à nouveau. Quand c'est un bébé qui commence à la crèche, jusqu'à l'écrit. Ouais, il écrit, il tire sur les lettres, comme on appelle l'écriture des médecins. C'est presque ça. Le papa, il écrit papa, ça peut prendre juste une feuille. Parce qu'il tire là, le P est penché, ainsi de suite. Ça, c'est justement le coût de la pathologie qui se manifeste ainsi. Yes. Donc, ça veut dire que ça demande un travail énorme, Énorme. en termes de rééducation, parce qu'il n'existe pas de médicaments en pharmacie pour soigner la phasique. Ça, il faut le reconnaître. Il faut déjà le comprendre, il faut que les gens le sachent. Hein? Oui. Surtout quand il s'agit, la cause est due à l'AVC. La seule chose à faire, la prise en charge consiste à la rééducation. Il faudra un orthophoniste. Vous comprenez? orthophoniste, oui. Voilà, qui va permettre la rééducation. Il faudra un neurologue, bien évidemment, pour accompagner. Il faudra un kiné, bien évidemment. Il faudra un psychologue, justement, parce qu'il faut accompagner le sujet. Ça aussi, c'est important, parce que là, pour lui, il a tout perdu. Il se voit, comme je dis, pour celui qui pleure chaque fois, vous savez qu'il est affecté. Donc, il faut tout ce corps-là pour pouvoir accompagner des personnes aphasiques. Vous comprenez vraiment que c'est un travail. C'est un travail. Oui. Et c'est une pathologie qui existe bien et belle, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est là. Comme je dis, 70% des personnes qui ont subi l'AVC deviennent aphasiques. Waouh. Parce qu'ils peuvent faire des rechutes, bien évidemment. Et maintenant, c'est pire encore quand ça s'accompagne avec une paralysie. Vous pouvez perdre l'usage de la parole, mais il n'y a pas paralysie. Mais si vous avez une paralysie également, faciale, et ça devient plus compliqué. Voilà. Waouh. Et justement, qui est concerné et quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Oui, je dis, les personnes concernées, c'est qui? Tout le monde peut être concerné. C'est vrai qu'avant, on parlait des personnes âgées. Mais de nos jours, même des jeunes. Hein, je connais un jeune de 11 ans, drépanocytaire, qui a fait une hémiplégie, et justement qui a perdu l'usage. Ouais. Et ça c'est, il y a déjà un terrain, déjà qui est la drépanocytose, qui est aussi un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a trouble de circulation en ce qui concerne surtout les personnes drépanocytaires. Donc ça aussi, voilà des facteurs. Donc tout le monde est concerné, des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Wow. Maintenant, les facteurs de risque, c'est ce que je venais d'énumérer. Vraiment, l'hypertension, diabète, surcharge, la sédentarité, tout ça, voilà des facteurs qu'il faut éviter. Autrement dit, autant, plus vous mettrez du temps sur la terre, plus il se pourrait que vous puissiez être demain sujet à la phasique. Parce que ceux qui ont ces pathologies-là, qui meurent bien avant, je peux dire qu'ils ont échappé. Mais pour ceux qui mettent du temps, ils finissent par avoir la phasique. La phasique, oui. Ceux qui mettent longtemps sur oui. Avec ces pathologies dont je viens de numérer, ils finissent par avoir la phasique. Oui. Waouh. Ça fait peur, ça craint. Parce que quand tu te poses la question, quand tu regardes... Oui, parce qu'a priori, je vais vous dire, les patients que j'ai pu avoir, j'ai remarqué, quand ils recevaient la visite,
il y a un qui m'a surpris, qui est venu pendant que j'étais en train de travailler avec le patient. Et quand le patient, il voulait dire bonjour au patient, le patient lui tend la main. Lui, il parle au patient, le patient ne répond pas. Il constate comment le patient est en train de s'efforcer à vouloir parler. Lui, il était scandalisé. Vous voyez, lui également, il a été, je vous dis, il se posait la question, mais ça, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qui arrive à ce monsieur? Il a fallu, dans ma présence, moi qui étais là pour pouvoir expliquer au monsieur, non, tiens, voilà ce qui arrive à votre frère ou ainsi de suite. Vous voyez, si je n'avais pas expliqué, lui, il n'avait jamais vu ça. Voilà. Venir, quelqu'un qui l'a laissé, ça fait 6 mois, il revient, il n'arrive même pas à parler. Qui lui parle avec les gestes. Mais on va tout dire. Certains vont parler de la sorcellerie, certains vont... Bon, pour lui, c'était déjà même vu. Mais quand j'ai pris la peine d'expliquer aux visiteurs, il a compris donc ce que c'était. Vous comprenez déjà. Donc il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Donc ça, c'est les grandes personnes. Ça m'amène à vous poser la question, comment communiquer avec un aphasique, quelqu'un qui a de l'aphasie? Comment communiquer plus facilement avec ces personnes-là? Oui, comme je dis, ils deviennent tout bébé. C'est quelqu'un qui a la maternelle. Donc vous voyez, vous prenez, il faut lui parler avec des gestes. Et en principe, tous les aphasiques doivent normalement être formés, c'est-à-dire leur couple, leur partenaire. Si c'est la femme, son mari doit être formé. Si c'est l'homme, sa femme doit être formée. Pour pouvoir les accompagner. Pour pouvoir accompagner à vie. Parce que sinon, la communication n'aurait pas lieu. Donc la femme, à ce moment-là, soit elle se sert de la doise pour pouvoir communiquer avec son mari, hein, et les gestes, et il faudra l'amener à prononcer des mots, c'est-à-dire lui poser des problèmes à lesquels il doit répondre par le oui ou par le non. Ça lui permet de ne pas se fatiguer parce que s'il veut tirer sur les mots, là il se fatigue et quand il ne peut pas, il s'énerve. Donc il faut lui poser des problèmes où il va dire oui ou bien non. Donc c'est un réapprentissage, il faut l'amener par les mots, l'alphabet français, compter 1 jusqu'à 5, ainsi de suite, vous allez à 10, les mois, les jours les mois de l'année, janvier, ainsi de, les jours, ainsi de suite. C'est ce qu'il faut faire avec eux. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre l'aphasie et la dysphasie? Oui, je venais de dire, j'ai dit ça tout à l'heure, l'entrée de jeu, c'est que la dysphasie, elle est innée. L'une des causes, on est congénital, on est avec ces troubles-là, cérébraux-là, oui. C'est ce qu'on appelait l'aphasie innée à l'époque. Mais de nos jours, on appelle ça dysphasie. Dysphasie. Oui. Voilà la différence. Par contre, l'aphasie en elle-même, je vous ai parlé des causes qui peuvent être un traumatisme au niveau du cerveau. Et il faut dire que c'est le côté gauche, là, cette particularité, ça il faut le mentionner, c'est le côté gauche du cerveau qui est touché. Parce que c'est le côté gauche du cerveau qui gère l'expression, le langage. Le côté gauche. C'est ce qu'il faut comprendre. Et le côté droit gère quoi? Non, le côté gauche, droit, c'est ça, les mouvements, ainsi de suite, voilà. Mais le côté gauche, quand vous faites même un AVC, si c'est le côté gauche qui est touché, là, forcément, vous devez perdre l'usage de la parole. Waouh. Oui. Il faut comprendre aussi que le côté gauche commande le côté droit du corps. C'est pour ça que si c'est de ce côté-là, c'est le côté droit qui serait paralysé. Si c'est le côté droit du cerveau, c'est le côté gauche du corps qui serait paralysé. Donc, c'est ce qu'il faut noter également. Bon, est-ce qu'il y a une prise en charge maintenant à cette maladie, aphasie? Oui, la prise en charge, elle est réelle, elle est, je dis, multidisciplinaire. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de personnel, il faut mobiliser beaucoup de personnel, comme je dis tantôt, un neurologue, un nutritionniste, bien sûr, il faut aussi accompagner parce que, vous voyez, ils ont de la peine à marcher, hein. Ils n'arrivent même plus à marcher. Vous voyez, les aliments, si ce n'est pas sous forme liquide, ce n'est pas des bouillons, il ne pourra pas. Et ça, il faut le nourrir s'il est paralysé. Là aussi. Donc il faudra un orthophoniste qui est très important pour qu'il retrouve l'usage de sa parole. Ça, il faut celui-là qui va aussi rééduquer. Voilà en principe toute l'équipe. Maintenant, s'il y a d'autres pathologies, s'il est diabétique, s'il est hypertendu, vous comprenez qu'il faudrait un diabétologue, s'il est hypertendu, il faudrait un cardiologue. Ça, c'est coûteux. C'est faut dire, la prise en charge des aphasiques. Et quand vous parlez de la prise en charge des aphasiques, vous avez parlé d'un nutritionniste aussi. Bon, je veux savoir un peu la nutrition des aphasiques. Comme vous dites qu'ils mangent à peine. Oui, ils ont une nutrition spéciale. Oui, spéciale, je voudrais dire la qualité à laquelle il faudrait les donner déjà. Beaucoup plus, c'est la bouillie. C'est des liquides. C'est des bouillons, c'est des soupes à laquelle ils devront prendre parce qu'ils ont de la peine à pouvoir marcher. Ils ne peuvent même pas marcher. C'est-à-dire, même mordre son doigt, il n'est pas à même de pouvoir mordre son doigt.
Vous comprenez déjà? Oui. C'est pendant la rééducation qu'il va commencer encore à marcher et ainsi de suite. Donc si vous mettez un aliment solide, dur dans sa bouche, il ne pourra pas. A priori, ça ira même l'étouffer parce que la langue n'arrive même pas déjà à bouger. Alors, dans la rééducation, donc, ça consiste à quoi? Il faut stimuler également la langue. Wow. Là, il y a des appareils, il y a la brosse à dents, il faut piquer. Et on se sert de beaucoup des instruments pour pouvoir stimuler et tout, pour qu'il puisse ne serait-ce que retrouver l'usage de sa parole. Si ces organes-là ne se réveillent pas, il ne pourra pas. Voilà. Wow, c'est la rééducation, ça il faut le dire. Alors, et donc, sur les bébés, moi je veux revenir sur les bébés parce que beaucoup de mamans négligent cet aspect-là. Et c'est quand l'enfant parle, elles se rendent compte quand l'enfant a déjà peut-être 2 ans en âge de parler. Oui. Et on se rend compte que l'enfant ne parle pas vite. Bien, oui, ou ne parle pas bien. Ne parle pas bien et ne parle pas vite, ne parle pas vite. Oui. Et on commence à s'inquiéter. C'est généralement vers 2 ans qu'on constate ça. Justement. Or, il y a une méthode pour constater. Est-ce que tu peux nous expliquer à toutes les mamans là, comment est-ce qu'elles devraient faire pour détecter déjà, tu as appelé ça la dysphasie, dysphasie chez les bébés. Oui, mais déjà vous savez, après le travail, après qu'on récupère l'enfant, la première des choses à faire, c'est quoi? Quand on récupère, pour vous vous le savez, on a besoin d'entendre le bébé. Ça, c'est la première des choses. Tant que le bébé ne pleure pas ou ne crie pas, la sage-femme, elle a ce devoir-là. Vous savez, parfois on peut incliner, on tape un peu les fesses là, ou on peut presser là, le bébé commence. La norme, la logique voudrait que quand un bébé sort, il y a des cris. Même s'il ne crie pas. Mais on l'amène à pouvoir crier, ça c'est très important. Maintenant, et quand un bébé, si vous êtes avec un bébé que vous allaitez, le bébé ne pleure pas, 1 semaine le bébé ne pleure pas, ne réagit pas. Mais ça c'est inquiétant. Ça c'est inquiétant, tous les bébés doivent pleurer. À partir de là, il faut déjà commencer à regarder, à se poser la question, rencontrer le pédiatre. Ça, voilà comment il faut faire. Rencontrer déjà le pédiatre. On n'a même pas besoin d'attendre jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans. Justement, c'est parce que, a priori, le fait qu'on a dans la tête que non, un enfant commence à parler à partir de 2 ans, tout ça, c'est pour ça que les femmes parfois ne prêtent pas attention à ça. Mais je dis, un bébé, quand vous avez un enfant, 1 semaine, 2 semaines qui ne pleure pas, ce n'est pas normal. Il y a lieu, il faut vraiment, surtout que vous allez amener l'enfant à la vaccination. Même quand on pique, l'enfant doit pleurer, doit réagir. Mais si l'enfant ne réagit pas, non, il y a lieu déjà de pouvoir s'inquiéter. En ce moment-là, on rencontre le pédiatre et le pédiatre, justement, après l'examen clinique, après consultation, il va justement déceler si c'est un cas de dysphasique. C'est tout. Voilà comment ça se passe. Mais et quand, parce qu'on parlait justement dans les maternités, les femmes, les sages-femmes qui font accoucher les autres, en fait les médecins qui font accoucher les femmes, qui ne sont pas souvent assez patients pour faire ces examens-là, Larry. On a ce problème-là ici au Cameroun. Il n'y a pas de patience. C'est ce qu'il faut dénoncer, justement. C'est pour ça qu'il y a certaines pathologies. C'est la mère du bébé qui le découvre tout souvent à la maison. Oui, parce qu'à l'hôpital, on ne l'a pas fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que j'ai eu aussi un cas, un bébé de 1 mois, quand on m'a interpellé, qui avait luxé à l'épaule. Pourquoi? Parce qu'au moment de sortie, la sage-femme a dû... Elle pouvait bien masser ça au départ. Le fait, c'est qu'elle n'a même pas pris le temps. Comme vous dites, je reviens à ce que vous dites. Elle-même n'a même pas constaté. Vous voyez? Il a fallu la maman, la grand-mère du bébé, au moment de laver l'enfant, a constaté que le bras pendait toujours et tout et tout. Et là, on ramène l'enfant et on constate justement, on interpelle même cette sage-femme. C'est là où, justement, on a compris. À ce moment, maintenant, on va plaquer l'enfant. On a rééduqué. Ça, j'ai rééduqué. Il faut dire que jusqu'à 6 mois, l'enfant a retrouvé. Ça, c'est un bébé. Ça, je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Oui. Ça avait luxé. L'épaule avait luxé, tout simplement. Oui, luxé, ça se fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un déboîtement. Une sortie. Voilà. Luxation. Voilà. Oui. Et ça, c'était au moment de tirer. C'est parce que
C'était au moment de... C'est sorti. Voilà. Et ça fait mal. Et c'est même pour cette raison que j'ai l'habitude de le faire quand je vois des femmes porter les bébés, ils vont traverser, ils rigolent, ils portent un bébé de 3 ans avec une main à l'épaule. Mais ça, c'est très dangereux. Il faut équilibrer, porter avec il faut porter avec deux mains. Ou bien pour traverser la route, beaucoup de jeunes filles le font. Donc voilà, puisqu'on parlait de... Justement, on revient au thème, la dysphasie pour les cas de bébé. Je dis, elle est congénitale. Et là, le bébé, ce qui est congénital, vous savez, ça, la prise en charge doit être systématique. Voilà. Donc il y a lieu vraiment de... N'attendez pas à la maison, pour dire que non, parce qu'il y a ce langage qu'on a appris, on aime beaucoup plus à employer, c'est que je pensais que ça devait passer. Je pensais que ça devait passer. Non, c'est pas ce genre d'expression qu'il faut utiliser quand on décèle, on a certains symptômes, on a souvent certains signes. Il faut aller à l'hôpital. Il faut se rendre à l'hôpital et pouvoir faire part aux spécialistes. Ça, c'est important. Et comment prévenir l'aphasie? Est-ce qu'on peut prévenir ça? Non, l'aphasie ne se prévient pas. L'aphasie ne se prévient pas. La seule chose qu'il faut dire, c'est que avec les facteurs de risque dont j'ai énuméré tout à l'heure, on peut prévenir l'hypertension, on peut prévenir le diabète. Alors, donc, en amont, pour ne pas justement être sujet de cette pathologie demain, c'est ces facteurs de risque dont j'ai énuméré tout à l'heure là on pourra prévenir. Donc, règle d'hygiène de vie, c'est-à-dire une hygiène de vie saine, comme on dit, un mode de vie exemplaire, bien, sain, vous permet justement de lutter contre les facteurs de risque pour ne pas demain être sujet à l'aphasie. Wow. Sinon, la pathologie elle-même, l'aphasie elle-même ne se prévient pas. Voilà. Bon, et dès qu'on est déjà aphasique, ou alors dès qu'on a déjà quelqu'un qui est aphasique à la maison, et quand est-ce qu'on doit commencer la rééducation et le temps, la durée? Oui, mais déjà, on ne devient pas aphasique à la maison. Je dis si on a une aphasie à la maison. Ah, voilà. Parce que cela survient toujours suite à une pathologie, soit un AVC, comme j'ai dit tantôt, et ça, vous vous trouvez à l'hôpital. Ce qui voudrait dire que la rééducation, elle est immédiate. C'est-à-dire, pendant que vous êtes encore à l'hôpital, le médecin chef, tout compte fait, appelle un kiné ou un orthophoniste. Donc, la prise en charge, en ce qui concerne la rééducation, commence à l'hôpital. Maintenant, si les pathologies assez graves dont vous êtes sujet sont déjà gérables, vous sortez de l'hôpital et la rééducation se suit. C'est-à-dire à domicile ou encore, vous venez à chaque fois avec le patient pour pouvoir faire sa rééducation. Mais il faut commencer le plus tôt et le mieux. Et le mieux. Voilà. Très tôt. Très tôt. C'est tôt, on gagne en temps. Voilà. On a de grandes chances que vous récupérez l'usage de la parole. Ça, il faut le dire, parce que ça peut prendre des mois. Hein. Oui, 1 an. Oui, bien sûr. Les problèmes des personnes aphasiques. Il y a des gens qui font 1 an, 2 ans sans parler. Puisqu'il y a des familles qui sont toujours... Je vous ai dit, les cas d'aphasie, il y a la perte du langage partiel, il y a totale également, elle est complète. Et quand elle est totale, ça, il faut dire que ça va prendre du temps. Bon, je dirais plutôt, s'il y a des familles qui, je ne sais pas si je veux dire têtues, qui ont constaté l'aphasie de leur enfant dans le bas âge, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, l'enfant a grandi avec, il atteint un certain âge, je ne sais pas, même 20 ans, 22 ans, et qu'il faille prendre en charge l'enfant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça sera facile? Oui, mais ça ne serait pas facile. Mais je voudrais dire aujourd'hui qu'il y a des appareils même qui permettent. Des appareils? Oui. Il y a des appareils et là, je dirais, elle est chirurgicale. On le met là, ça vous permet de pouvoir parler. Au niveau de la gorge. Ça, il y a des gens qui en ont ça ici, même chez nous ici. Ça doit être cher. Hein? Oui, c'est vrai que c'est cher, mais on en trouve ici. Alors, ça, c'est justement cette prise en charge tardive. En ce qui concerne chez les enfants qui naissent avec des problèmes, les troubles cérébraux là, voilà, congénitales là, c'est la seule chose qu'on puisse faire. À partir des appareils, ils peuvent bien prononcer des mots, ainsi de suite, et qu'on arrive à les entendre. Parce que je connais un patient aujourd'hui qui a cet appareil-là, qu'on le met là, on l'entend. On l'entend très bien. Quand il le met là, il parle, on l'entend très bien. Et les familles qui commencent à... Oui, justement pour les oreilles. Vous mettez là, et il a des kits au niveau des oreilles là. Quand il parle, vous écoutez comme si c'était un haut-parleur. Oui. Wow. C'est toujours les conséquences de... Oui, mais c'est la non-prise en charge en ce qui concerne la dysphasie.
pour ce qui concerne le cas congénital. Mais en ce qui concerne le cas d'aphasie, il n'y a pas de complications. Ça, c'est ce qu'il faut déceler. Aphasie, il n'y a pas de complications, surtout quand les causes soit virales, soit AVC. C'est la pathologie en elle-même qui a été la cause qui pourra avoir une complication. Mais l'aphasie en elle-même, la seule chose qu'il faut faire, c'est de rééduquer le patient et il va reprendre à parler. Bon, les familles qui ont commencé la rééducation de l'enfant très tôt, quelle est la fréquence de cette rééducation et la durée? Il faut être patient. Patient, très patient, parce qu'il y a des gens qui commencent, qui veulent voir le résultat. Voilà. L'expression non. Le résultat est fait immédiat. Fait immédiat, non, ce n'est pas le cas. Comme je dis, il n'y a pas que le kiné. Même l'entourage doit faire un grand travail. Voilà pourquoi je dis, vous devez accompagner. Si vous isolez le patient, une personne aphasique, non, il ne va pas retrouver rapidement. Donc il faut l'accompagner, même à la maison, il faut l'amener, ne l'isolez pas. Vous allez à l'église, amenez-le également à l'église, parce qu'avec là, ça stimule. Quand il écoute les gens chanter, ça c'est très bien. Il doit également regarder la télé, ça c'est important. Donc il faut accompagner, il ne faut pas isoler la personne. Donc ça c'est le travail de l'entourage. C'est l'entourage, il ne faut pas stigmatiser également. Parce que si vous commencez à le regarder comme quelqu'un qui est, je ne sais pas, comme si c'était la sorcellerie et tout là, il sera affecté. Il sera affecté. Donc il faut l'accompagner. Waouh. Parce que vous devez comprendre qu'il y a un problème neurologique. Ça veut dire, si le nez s'est touché là, et a priori, s'il n'est pas bien, s'il est toujours coléreux, stressant et tout là, il ne retrouvera pas sa guérison d'une manière rapide. Ça va vraiment mettre du temps pour qu'il retrouve sa guérison. Et vous avez dit que l'alimentation pour les personnes aphasiques, c'est la bouillie, des choses molles. Je veux dire, une fois que le patient est dans la pathologie, au fur et à mesure, ça va évoluer. Mais de prime abord, il faut commencer avec des liquides, des aliments liquides, c'est-à-dire c'est le bouillon, des choses molles. Il faut l'accompagner, il faut le nourrir. On le nourrit, surtout s'il a une hémiplégie, il ne pourra pas se servir soit de sa main droite ou bien de sa main gauche. Là, il faut le nourrir. Qu'on n'ait pas honte de le nourrir, ainsi de suite. Donc, c'est des gens, comme je dis, ils sont vraiment, c'est des handicapés. C'est des handicapés. Il faut les accompagner. Cette alimentation, il y a des fruits, on peut faire des smoothies là. Au lieu de donner les fruits entiers, on fait des smoothies en jus de fruits et ça, c'est bon pour eux. Mais toujours est-il dit, il faut une bonne alimentation. Donc, comme on dit, des trucs liquides et équilibré. Oui. Il ne s'agit pas de leur donner de l'huile. Il faudra que ce soit des aliments sains et équilibrés. Donc, il faudra respecter la pyramide alimentaire, une bonne alimentation pour eux. Surtout s'il est diabétique, s'il est hypertendu, autant de choses qu'il faudra éviter. Il faudra tenir compte de ça. Est-ce que l'aphasie a les conséquences à la longue? Non. Conséquences, si la cause est une cause du diabète, si elle est hypertendue, si c'est l'hypertension, la conséquence se résume en ce moment-là. Mais si l'aphasie en elle-même qui est cette perte, non, il n'y a pas de conséquence. La seule chose, après la rééducation, la personne retrouvera justement l'usage de la parole, c'est tout. Mais il n'y a pas de conséquences là-bas, en ce qui concerne. Mais par contre, dysphasie chez les bébés nés avec un problème congénital, il y a des conséquences. Il faudra, oui, justement, parce que je dis, si rien n'est fait, il pourra ne plus parler. Donc, le plus tôt serait le mieux, il faut l'amener chez le pédiatre. Et le pédiatre, justement, à son niveau, il y a tout un collège de médecins, des spécialistes qui doivent accompagner le bébé qui a une dysphasie. Comment savoir donc que le bébé a la dysphasie? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, un bébé qui ne parle pas, qui ne pleure pas, un bébé qui ne pleure pas, une semaine, 2 semaines, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et que sa langue est délai, parce que si la langue est collée là, en ce moment-là, une fois qu'on va... Mais il fait quand même les... oui, mais ça c'est déjà... il y a déjà le son qui sort. Mais un bébé qui ne réagit pas, ce n'est pas normal. Un bébé qui ne sort aucun son. Oui, ça c'est un problème. Donc il va sortir. Comment ça se fait qu'il ne sort aucun son? Oui, mais parce que le cerveau, il y a des dommages au niveau cérébral. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le cerveau. Tout émane dans le cerveau. Ce trouble-là, c'est un trouble cérébral. C'est ça le problème. Donc il va seulement dormir. Oui, mais il vous regarde comme vous et moi. Mais sauf qu'il ne peut pas parler. Sauf qu'il a des difficultés, troubles de langage, il ne peut pas émettre le son. C'est ça le véritable problème. Parce que ce soit la dysphasie, que ce soit l'aphasie, les symptômes sont les mêmes. C'est similaire, c'est les mêmes choses. L'autre ne peut que dire oui et non.
il ne peut pas dire autre chose en dehors de oui et non. Et pendant qu'il vous dit oui, il accompagne avec le geste. Il dit oui, non, il accompagne avec le geste. Mais si c'est le bébé ne fait pas les gestes. Oui, le bébé, il je peut veux faire dire, les gestes. pendant qu'il grandit, pour ceux qui le constatent tardivement, vous allez constater que l'enfant, quand vous parlez, oui. L'enfant est muet. C'est ce que je veux dire. L'enfant devient muet. Il dit muet, il dit oui, il dit non. Il ne peut pas faire une construction, il ne peut pas construire. Et quand il veut construire une phrase, vous constatez que ça n'a pas de sens. Il a parlé longtemps, mais ça n'a pas de sens. Voilà. L'affaire, si je veux comprendre, je vais très bien comprendre parce que je suis aussi parent. Hein, oui, et il peut m'arriver d'avoir un enfant et surtout, est-ce que les femmes qui accouchent un peu tardivement, il y a des risques que les enfants qu'elles accouchent? Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que la phasique innée, jusqu'ici, les causes sont méconnues. Mais on comprend que tout ce qui est congénital, c'est la femme qui accouche, ce n'est pas l'homme. À moins que sur d'autres aussi, les hommes accouchent. Mais c'est la femme. Alors, il faudra justement le mode de vie de cette femme. Vous comprenez pourquoi on dit une femme enceinte ne doit pas fumer? Parce que jusqu'ici, on ne connaît pas toutes les conséquences de la cigarette sur le futur bébé, sur le fœtus. C'est vrai qu'il y a certaines pathologies, mais on ne peut pas connaître toutes les pathologies. Et alors, il y a des enfants aujourd'hui, j'aime bien regarder ces émissions où on parle des enfants qui sont venus au monde avec des anomalies et tout. Mais de prime abord, on n'interpelle pas ces femmes pour les dire que, mais tiens, la cause pourrait être vous. Pendant votre grossesse, qu'as-tu fait? Qu'as-tu mangé? Ainsi de suite. Il y a autant de choses qu'il faut regarder parce que ce qu'on mange également peut causer une malformation à la naissance à un enfant. Ça également, il faut le savoir. Il y a même l'alcoolisme. Une femme enceinte ne doit pas boire. Une femme enceinte ne doit pas boire. Mais il y a certains qui disent que non, il peut prendre un peu. Ce que Jeanne peut prendre n'est pas la même chose que Irène peut prendre. Oui. Ça, c'est oui. Irène peut boire de l'alcool, elle accouche l'enfant avec des problèmes d'anomalie. Et l'autre prend, et que l'enfant naît, oui, mais avec peut-être les troubles de mémoire, ainsi de suite, mais les choses ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour cette raison que l'autre dit, on a ce langage où on dit souvent que qui ne boit pas meurt, qui boit meurt. Du coup, pourquoi? Parce que il va dire que mais, ma voisine, elle buvait de l'alcool quand elle était enceinte. Elle n'a pas eu de problème, ses enfants sont bien. Et toi aussi, tu te mets à vouloir boire et tu accouches un enfant qui a des problèmes. Donc, tout ce qui est congénital, moi je dis, c'est vrai, il y a toujours un rapport étroit entre le mode de vie de la femme enceinte pendant sa grossesse. Ça, c'est clair. Au moins, à 70%, les causes émanent déjà de là. Ça, c'est très important. Et raison pour laquelle aussi, il n'y a pas que l'alimentation. Il y a également les médicaments. Vous conviendrez avec moi que de nos jours, les femmes enceintes ne doivent pas prendre n'importe quel médicament. Voilà. C'est sur avis médical. Même le paracétamol, pour qu'une femme enceinte puisse le prendre, il faut l'avis de son médecin. Parce qu'il y a certains médicaments, quand vous le prenez, ça va créer des anomalies. Ça peut créer, même l'enfant peut naître avec un problème des reins. Bien sûr, à cause des médicaments que vous aurez pris. Il y a des médicaments qui sont déconseillés aux femmes enceintes. On dit bien déconseillés. Soit vous le prenez, c'est une fausse couche, soit vous le prenez, c'est une anomalie. C'est-à-dire l'enfant reste, vous accouchez, quand bien même vous accouchez, mais l'enfant vient avec des problèmes. Surtout au début de la grossesse. C'est un doigt, c'est les pieds qui sont collés. Oui, c'est autant de choses. Je ne suis pas mieux placé, mais il y a des spécialistes, des gynécologues qui sont mieux placés pour pouvoir le dire. Les enfants qui naissent avec les 6 doigts là. Avec les 6 doigts, c'est toujours des anomalies. Oui. Ça, c'est toujours des anomalies. Qui certainement auraient dû. Il y a certains traditionnalistes qui vont vous dire, ça me regarde, c'est pas moi qui vous apprends. C'est comme chez nous, on dit, une femme enceinte qui mange le pangolin. L'enfant ne serait pas bien, il va perdre tous ses sens. Vous imaginez un peu, dans certaines coutumes, dans certains contrées, on dit une femme enceinte ne doit pas faire telle chose. Une femme enceinte ne doit pas faire telle chose. Donc il y a autant de choses, c'est bien de le savoir. Et une femme enceinte doit être suivie de prime abord. Voilà pourquoi quand vous êtes enceinte et que vous avez les mémés à côté, elles accompagnent, elles savent si bien accompagner les femmes enceintes parce qu'avec eux, ils savent ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas, ainsi de suite. Surtout avec eux. Nous sommes des Africains, nous demandons des Africains. Donc, avec ces conseils qu'ils donnent parfois, ça aide ces femmes enceintes.
Waouh. Moi, je trouve que le monde des bébés, c'est souvent... Non, non, non. Moi, je dis, c'est un monde... C'est un monde... Moi, voilà pourquoi j'ai du respect pour la femme. L'humanité, la femme est la mère de l'humanité. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, pour que vous puissiez mettre un bébé au monde, il est mieux de préparer la venue de cet enfant. Préparer la venue de cet enfant, c'est de mettre tout ce qu'il faut, de se préparer à sa disposition pour pouvoir le faire. Il y a des grossesses accidentelles là, qui fait que parfois les enfants naissent avec des problèmes. Quand on prépare la venue d'un bébé, ça fait que même le terrain où l'enfant va pouvoir s'installer est propre. C'est pas sur un terrain infectieux, c'est pas sur un terrain plein de pathologies, de maladies. Alcoolique. Voilà, ou un terrain alcoolique, ou de tabac et ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà autant de choses qu'il faut faire et la femme a ce devoir. C'est vrai que l'homme, nous avons ce rôle de pouvoir interpeller, mais c'est la femme. Un terrain plein des MST. Voilà. Et ça également. Oui, il y a le terrain, il y a des femmes qui conçoivent. Elles n'ont pas fait les examens pour savoir si elles ont soit les chlamydia, soit les syphilis, soit les hépatites et tout et tout. Et quand l'enfant vient au monde, il va racler. Il racle tout ça. Et aujourd'hui, les enfants viennent avec des problèmes. Comment vous constatez que les enfants, des yeux oculaires, des enfants qui naissent avec à 1 an, 2 ans portent déjà des loupes. Vous pensez que c'est dû à quoi? Les MST, comme Kavino l'a si bien dit, quand l'enfant va sortir, il racle justement au niveau de la partie intime de la femme. En ce moment-là, les yeux ne sont pas fermés. Et là, c'est déjà une voie directe de transmission, les yeux. Quand l'enfant porte comme ça. Et quand bien même on va à l'hôpital, quand on demande de faire tel test pour l'enfant, vous dites que non, mais tiens, comment est-ce qu'un bébé peut déjà faire un test de chlamydia ou bien un test de pourquoi? Mais le chlamydia, je voudrais vous dire que même pas les yeux, on peut le contracter. Ne prenez pas vos doigts qui n'ont pas été lavés et vous introduisez à l'œil. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Ou bien vous allez dans une toilette, un bidet, sans chasser de l'eau, sans nettoyer d'abord avant de s'asseoir. Le fait de vouloir vous asseoir, vous posez la main. Et après, vous frottez les yeux avec. Ça, c'est beaucoup de batteries que vous portez. Ça alors? Voilà. Waouh. Ah, Larry. Wow, on apprend des choses. Hein. Oui, ça c'est important. Je crois que nous devons beaucoup de choses à vous les femmes. Moi je pense que en ce qui concerne la santé en elle-même, c'est la femme qui est mieux placée pour éduquer le foyer. Parce que les hommes non. C'est la femme qui est mieux placée. Mais si de nos jours les femmes ne prennent pas leur santé en main, c'est déplorable. C'est déplorable, je dirais, pour l'humanité. Voilà. Parce qu'une femme qui ne prend pas sa santé en main ne pourra pas prendre la santé de l'enfant en main. C'est clair. Je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. Voilà. Et ce n'est pas l'homme qui sortira de là pour venir le faire. L'homme, toujours a priori, et dit, c'est le travail, je suis dehors, et ainsi de suite. Donc, moi, j'interpelle les femmes. Pas quand on a déjà accouché, mais avant même d'accoucher. Ça, c'est le conseil que je peux donner là-bas. Donc comme ça veut dire que l'aphasie de l'enfant est plus grave. Dysphasie. Voilà. La dysphasie de l'enfant est même plus grave que l'aphasie de l'homme. L'aphasie de l'homme. Bien sûr. L'adulte. Oui. Wow. Donc il faudrait que les mamans fassent très très attention. Hein. Quand vous avez votre bébé, vraiment observez le maximum possible. Ça, c'est important. Quand même vous êtes à l'hôpital encore, vous avez accouché, vous êtes en quelques heures après l'accouchement. Surtout que vous faites au moins 3 jours à l'hôpital. Oui, 3 jours, puisque les 3 jours, c'est pour l'observation. Il faudrait observer vraiment le bébé, les gestes, les mouvements, pour s'assurer qu'en sortant de l'hôpital, que vous ne soyez pas face à une situation qui vous dépassera, les femmes. Il faut faire très attention, soyez très vigilantes. Et comme Larry était en train de dire, se faire accompagner par les grands-mères qui ont toujours des astuces. Elles ont une expérience, elles ont des astuces à vous présenter, à vous montrer, qui certainement vous aidera à ces astuces-là, qui vous aideront à mieux déceler les anomalies que vous trouverez chez l'enfant. Et quand vous constatez ces anomalies, ce que vous faites, vous appelez la sage-femme ou, je sais pas moi, le pédiatre ou la pédiatre qui s'occupera, qui trouvera une solution pour cet enfant. C'est bien dit. Parce que vraiment, Larry,
Ça m'amène à penser même aux morts subites des bébés. Bien sûr. C'est vrai que ce n'est pas le sujet. On rentre sur les bébés, ça m'amène à rentrer dans les morts subites des bébés. Moi, je me souviens même quand j'avais tous mes accouchements, je ne dormais pas avant 3 mois. Voilà. Avant que le bébé ait 3 mois. Voilà. Je passais ma nuit à regarder De seulement l'enfant. oui, il faut le suivre. Peut-être il faut regarder. J'avais toujours peur des morts subites de bébés. Oui. Parfois, on peut déceler une complication pulmonaire, un problème de respiratoire chez le bébé. Oui. C'est à force d'observer. Et moi, je dis, je prends mon cas. Ma deuxième fille, c'est quand on a décelé, après que nous soyons sortis de l'hôpital, que l'enfant avait à peine de pouvoir bien respirer. Et c'est comme ça qu'on a pu rentrer chez le pédiatre. Pareil pour mon 3e fils, parce qu'on a pompé cet enfant. Ça, il faut le dire. Donc, a priori, tout le monde, c'est à force d'observer l'enfant. Et ça, justement, pourquoi? Parce que la mémé était là. Bronchite à asthme, de asthme à ceci. Et l'enfant a été suivi pendant au moins 6 mois pour pouvoir corriger il avait de la peine à respirer. Voilà. Et c'était toujours encombré. Mais voilà. Malgré tout ce qu'on faisait, on a dû soigner à l'indigène. À l'indigène, mais voilà. C'est à l'indigène qu'on a mis des gouttes dans les narines. Les narines, et qu'il a commencé à faire sortir ça même par les selles. Voilà. Ça sortait comme la morve voilà. dans les selles. C'est une maman en purgeait et puis ça sortait comme la morve. Voilà. Et ça a dégagé. Mais les médicaments qu'on donnait, ça avait de l'alcool. L'enfant la dormait jusqu'à... Tu avais même peur, tu te disais que non. Mais c'est quand tu vas lire les composants du produit, on te dit qu'il y a l'alcool dans le médicament. C'est là où tu te rends compte que l'enfant on droguait l'enfant avec l'alcool. Comment on les médicaments comme ça? C'est comme ça. Non, il y a des médicaments qui contiennent l'alcool, c'est tout à fait normal. Et c'est ces effets-là qui jouent, bien sûr, sur la pathologie. Mais il faut dire que c'était les effets du médicament. Du médicament, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai dit non. Vers 8 mois, là, j'ai dit non. On est allé traiter à l'indigène, on n'a plus jamais parlé de ça. Voilà. Aujourd'hui, il a 20 ans. Non, moi, je reviens à ce que vous disiez, mais grâce, c'est à force, c'est d'être attentif. Il faut observer le bébé. Quand on a un bébé, on a un nourrisson, il faut observer jusqu'à même la croissance. Vous voyez, il y a des enfants qui font des retards de croissance. Si vous ne prenez pas la peine de pouvoir observer l'enfant, vous n'allez pas constater un retard de croissance. Même le sexe du bébé, surtout quand c'est le garçon. Je prends également le cas des drépanocytaires. Vous savez, il y a parfois, c'est à partir de 2 ans qu'on se rend compte que l'enfant est drépanocytaire. Oui. Pourquoi? Parce que certains n'ont pas pris le temps d'observer l'enfant. Parce que l'enfant est toujours malade, est toujours fiévreux, l'enfant a toujours, on dit non, c'est le palu, ainsi de suite. C'est à force de faire certains diagnostics qu'on se rend compte que l'enfant est un sujet, est un porteur. Voilà. Donc ça, il faut, je dis, on revient là-dessus, il faut prendre la peine d'observer l'enfant. Ça, c'est très important. Donc, en écoutant toutes vos explications, Larry, ça veut dire que, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a 2 formes d'aphasie? Oui. Comme vous avez dit, non, j'ai dit la dysphasie, ça, c'est une aphasie innée. Ça n'a rien à y voir, oui. Et donc, la cause, c'est troubles, les troubles cérébraux, congénitales. Ça veut dire que l'enfant naît avec. Le cas de l'aphasie, ici, j'ai dit, l'une des causes peut être l'AVC, majeur d'ailleurs, et ça peut être un traumatisme. Vous avez fait un accident de route, vous frappez votre cerveau, la tête au sol, ça peut affecter le cerveau et notamment le côté gauche. Voilà, là aussi vous pouvez faire l'aphasie en ce moment-là. Mais je parle des formes. Oui, non, c'est justement pour vous répondre que je viens. On ne parlera pas des formes. La dysphasie et l'aphasie, il ne s'agit pas de la forme. Oui. Maintenant, c'est les causes qui diffèrent. Les causes de la pathologie de l'aphasie qui diffèrent et non la forme. Et c'est pour cette raison que la prise en charge, quand j'ai dit, elle n'est pas médicamenteuse en ce qui concerne l'aphasie, c'est la rééducation. Maintenant, si je dis, si l'une des pathologies qui vous a plongé là-dedans, c'est l'hypertension ou le diabète, la pathologie en elle-même doit être prise en charge. Nous savons qu'il y a un traitement contre le diabète, il y a contre l'hypertension. En ce moment-là, c'est ça qu'on soigne. Ce n'est pas l'aphasie. L'aphasie en elle-même, c'est la rééducation tout simplement qu'il faut faire. Ok. Voilà. C'est clair. Bon. Larry, on tend vers la fin. Oui, on a encore 3 minutes avant la fin. Larry, si on devrait conclure sur la question de l'aphasie, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques minutes? En quelques minutes, ce que je dis, j'ai cité les facteurs de risque. L'obésité, la surcharge pondérale, diabète, hypertension, la sédentarité, voilà autant de facteurs qui peuvent nous plonger demain à être aphasiques. Alors, je dis en amont,
la seule chose, c'est de prévenir ces pathologies-là. Si vous prévenez, et mieux prévenir, c'est quoi? C'est une hygiène de vie saine. Bien manger, manger sain et équilibré. Nous avons la pyramide alimentaire qui nous permet justement de pouvoir le faire. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, approchez. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, il faut le dire, approchez-vous des diététiciens ou bien des nutritionnistes pour pouvoir. Mais si vous êtes déjà personne à risque, si vous êtes diabétique, vous êtes obèse, vous avez une surcharge, vous êtes sédentaire, je crois qu'il est temps de pouvoir prendre votre santé en main et pouvoir savoir quoi manger et ce qu'il faut faire pour votre vie pour pouvoir éviter de se retrouver demain dans cette pathologie. Parce qu'il faut dire que la pathologie en elle-même, l'aphasie en elle-même, elle est assez sérieuse et grave si la prise en charge n'est pas faite immédiatement, une fois que vous êtes sujet. Donc le conseil que je peux donner, c'est facile. Nous avons là les facteurs modifiables. Quand je parle d'hypertension et tout, c'est les facteurs modifiables. Donc, il n'est pas, on ne pourra pas dire que non, on est avec l'hypertension, non. Donc, le problème réside chez nous. C'est à nous d'avoir la solution. Nous avons la solution à notre problème, bien évidemment, en ce qui concerne ces pathologies. Merci beaucoup Larry Stéphane. On se retrouvera mardi prochain encore. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, avec un sujet sur la nutrition, la rééducation, etc. L'alimentation, tout ce qui est lié à l'alimentation pour notre santé. Merci. Calvino, je crois qu'on va bientôt se séparer. Oui. Qu'est-ce que tu vas dire? On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Et puis, comme Larry dit souvent, ton aliment, ton médicament, ton aliment. Voilà. D'accord. Allez, merci à vous, chers téléspectateurs. Les gens qui vivent pour manger. D'accord, ok. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés et surtout écoutés. Merci pour vos suggestions. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Et nous serons encore là demain, l'équipe complète, pour vous apporter le bonheur comme à l'habitude, à l'accoutumée. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.